Bonjour les élèves du lycée Rémi Bello, c'est Madame Adjuteur pour une deuxième vidéo. Donc aujourd'hui on part sur une nouvelle notion au programme qui est la justice et le droit. Si ça vous dit, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder une petite série sur Netflix qui s'appelle The Good Place. Voilà, en parallèle de notre cours, ça vous fera une référence actuelle et moderne, éventuellement à citer dans un commentaire de texte ou une dissertation. Et puis, ça vous donnera peut-être un aperçu assez attractif des enjeux de la morale. Ce sera peut-être pas exhaustif, mais voilà. Et on pourra en parler ensemble. Voilà, The Good Place sur Netflix. Ceux qui n'ont pas Netflix, vous pouvez peut-être demander les codes à vos camarades. Vous pouvez vous organiser pour regarder tous ensemble. Voilà, on s'entraide. Hein. Donc la première question qu'on va se poser, c'est la suivante. Suffit-il d'obéir à la loi pour être juste ? En effet, si on se pose la question de qu'est-ce qu'être juste, ce qu'on a envie de répondre spontanément, c'est être juste, c'est juste respecter les règles, respecter les codes, respecter la loi. Il semble en effet que le droit soit là pour réaliser ou pour rétablir la justice. D'accord ? Une personne, un individu au sein de la société commet une infraction ou un crime, eh bien cet individu va passer devant un tribunal, va être jugé et on va tenter de rétablir la justice grâce aux droits institués par les humains, d'accord ? Mais quand même, une fois qu'on a dit ça, on se dit oui, mais attendez, finalement, est-ce que ce n'est pas la justice qui précède le droit ? Si on en est arrivé à des lois, à un droit positif, c'est bien qu'on avait déjà une certaine notion du juste sur laquelle on a fondé ces lois. On peut donc se demander s'il faut avoir une idée de la justice avant d'instituer des lois pour rendre cette justice effective. Donc finalement, en quoi est-ce qu'elle consiste, cette idée de justice ? En quoi consiste-t-elle et d'où vient-elle ? En réalité, ce qui est premier, ce n'est pas une idée abstraite de la justice, mais c'est bien un sentiment. Et d'ailleurs, ce n'est certainement même pas le sentiment de justice qui nous mène à chercher la justice. En fait, c'est plutôt le sentiment de l'injustice. Car c'est quand quelque chose nous paraît injuste qu'on se pose la question de la justice et qu'on réclame la justice. Quand tout va bien, quand tout nous paraît juste, on ne dit rien. On ne se pose même pas forcément cette idée de ce qui est le juste et de que serait le comportement juste dans une situation donnée. Donc c'est bien le sentiment de l'injustice qui nous mène vers cette idée et cette volonté de justice. On peut donc dire que la justice se donne indirectement dans une expérience qui est l'expérience de l'injustice. À partir de là, comment est-ce qu'on peut définir la justice ? Eh bien, si l'injustice est un sentiment ressenti envers une inégalité, alors la justice se définit par l'égalité. Oui, mais quelle sorte d'égalité ? Est-ce qu'il s'agit d'une égalité stricte ? On voit bien en fait qu'un égalitarisme strict constituerait une injustice. Je vous donne un exemple. Si vous organisez une course entre un lièvre et une tortue, vous allez vouloir être juste. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans un premier temps ? Certainement, vous allez vous dire, voilà, ceci est le point de départ de la course. Vous allez tracer une ligne de départ et elle se situera au même endroit pour le lièvre et pour la tortue. Ils partiront du même point de départ. On sent bien qu'il y a une recherche de justice là-dedans, d'accord ? Vous voulez que les deux partent du même point de départ. Et puis, peut-être que dans un second temps, vous allez vous dire, mais attendez, le lièvre ne part pas avec les mêmes avantages que la tortue, ou tout du moins, la tortue ne part pas avec les mêmes avantages que le lièvre, car le lièvre est naturellement plus rapide que la tortue. Il a été doté par la nature d'une morphologie, d'une anatomie, qui fait qu'il est naturellement plus rapide, et que même le lièvre le plus lent de tous les lièvres reste plus rapide que la tortue la plus rapide de toutes les tortues. Donc là, vous allez vous dire, attendez, si vraiment je veux être juste, il faudrait que la tortue prenne de l'avance sur le lièvre pour rétablir cette inégalité naturelle qui existe entre le lièvre et la tortue.
D'accord ? Pour compenser cette inégalité naturelle, vous allez établir une égalité artificielle qui consistera à faire partir la tortue devant le lièvre et à lui mettre sa ligne de départ plusieurs mètres, voire plusieurs kilomètres devant le lièvre. Mais ici, encore une fois, vous ne respectez pas l'inégalité naturelle qui règne entre le lièvre et la tortue. Et donc, dans un sens, est-ce que vous êtes plus juste en faisant ça qu'en mettant le même point de départ au lièvre et à la tortue ? Vous sentez bien que c'est compliqué, c'est une question compliquée. On voit bien, en fait, qu'un égalitarisme strict constitue aussi une injustice. Pourquoi est-ce qu'un égalitarisme strict constitue une injustice dans l'exemple que je vous ai donné ? Eh bien parce que quand vous faites partir le lièvre bien derrière la tortue, en fait, vous ne lui permettez pas de profiter d'un avantage naturel qui lui a été donné et pour lequel il n'est pas responsable. Pour prendre un autre exemple, si vous faites une distribution alimentaire et que vous avez d'un côté une famille très pauvre qui n'a que très peu de nourriture et d'un autre côté une famille très riche qui vit dans l'abondance et l'opulence, d'accord ? Eh bien, une façon de vous montrer juste serait de donner exactement la même quantité de nourriture aux deux familles lorsque vous faites votre distribution. Ça, ce serait un égalitarisme strict, mais est-ce que ça paraît juste ? Bien, d'un côté, oui, ça paraît juste, puisque vous donnez la même quantité à tout le monde, indifféremment de sa classe sociale. Et d'un autre côté, ça paraît totalement injuste, puisque on aurait un sentiment naturel d'empathie qui nous pousserait à donner davantage à la famille qui a moins, et à donner moins à la famille qui a plus. Ça paraît plus équitable, d'accord ? Donc, je ne suis pas là pour vous dire laquelle de ces deux positions est la meilleure, mais c'est pour que vous compreniez bien le problème que ça pose et toute la complexité de cette question. Donc, cette distinction entre les deux types d'égalité dont je viens de parler, Aristote l'a fait, il la formalise, et il appelle cette égalité stricte dont je parlais tout à l'heure, cette égalité selon laquelle le lièvre et la tortue partent du même point de départ. Aristote appelle cette égalité l'égalité arithmétique. Aristote, philosophe de l'Antiquité. Je vous mettrai dans la description de la vidéo les détails concernant les auteurs. Pour l'instant, concentrez-vous sur les idées, déjà. Donc, Aristote, égalité arithmétique. Donc ça, c'est l'égalité stricte. Ok. Deuxième type d'égalité, l'égalité géométrique. Autrement dit, l'égalité proportionnelle. Celle qui consiste à faire partir la tortue bien devant le lièvre. On peut aussi appeler cette égalité l'équité. On reviendra dessus. Donc suffit-il d'obéir à la loi pour être juste ? Si tout le monde était juste, on n'aurait pas besoin de la loi. Si tout le monde était juste, le droit serait inutile. Donc là, il s'agit de bien distinguer en réalité entre, par exemple, les intentions et les actes. Si vous nourrissez des sentiments de haine pour votre voisin, que vous avez envie de le tuer, et si vous le tuez, vous allez être jugé par la loi, et la loi va déterminer que vous avez commis une action non conforme au droit, une action injuste, une action sanctionnable. Mais si vous nourrissez des sentiments de haine envers votre voisin et que vous résistez à la tentation de le tuer, est-ce que vous êtes juste pour autant ? Est-ce que vous ne méritez pas d'être jugé par la conscience d'autrui ?
Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de juste, de simplement respecter la loi? Si vous ne tuez pas votre voisin juste parce que vous avez peur d'aller en prison, est-ce que ça fait de vous quelqu'un de juste? De la même manière, si vous agissez conformément au droit, non pas par devoir, mais par contrainte, est-ce que cela fait de vous quelqu'un de juste? Si vous respectez les limitations de vitesse parce que vous craignez une amende, parce que vous craignez le flash du radar, est-ce que ça fait de vous quelqu'un de juste? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on est aussi juste à respecter les limitations de vitesse par peur d'une amende qu'en les respectant pour protéger les autres conducteurs et les autres passagers sur la route? Vous voyez bien qu'il faut distinguer l'action par devoir moral qu'on s'impose à soi-même, et l'action par contrainte. Et de la même manière qu'on distingue les intentions, les actes, le devoir et la contrainte, on peut distinguer la conscience du tribunal. Mais on y reviendra au fur et à mesure de ce cours. Donc la question: suffit-il d'obéir aux lois pour être juste? Cette question, elle nous permet de distinguer plus aisément entre la justice d'un côté et le droit de l'autre. En fait, ce qu'on comprend, c'est que la justice, elle relèverait plutôt de la morale que du droit institué. Et que la justice, elle porterait sur les intentions, en réalité, plutôt que sur les actes. Que cette justice, en fait, elle serait liée au sentiment interne de devoir et d'obligation. Puisqu'on a vu que se conformer aux lois, obéir aux lois, ne fait pas nécessairement de nous des individus justes. En tout cas, on n'en a pas le sentiment. On peut donc dire que le droit porterait sur les actes et ne sanctionnerait que des actes. D'accord ? Là où la justice relève de la morale, le droit, lui, porte sur les actes et ne sanctionne que des actes. On ne punit pas pénalement quelqu'un qui a des rêveries terroristes. D'accord ? On ne va pas vous punir si vous avez le fantasme d'aller faire une fusillade au lycée. Même si c'est peut-être moralement condamnable. On ne va pas vous punir pour ça. Par contre, on va vous punir si vous commencez à entreprendre des préparatifs concrets pour commettre cet attentat ou mener cette fusillade. Alors vous allez me dire, ok, mais Madame Adjutor, dans le cas que vous venez de nous décrire, est-ce que la justice, ça ne consisterait pas à essayer de prévenir le crime avant qu'il ne se produise ? Alors, est-ce qu'il faut se baser sur les intentions pour prévenir les crimes ? C'est exactement le problème qui est posé dans un ouvrage qui a été adapté au cinéma sous forme d'un film qui s'appelle Minority Report. Donc Minority Report, qu'est-ce que c'est ? C'est un film qui dépeint une société, on est en 2054 si je me souviens bien, et le crime a totalement été éradiqué de la ville de Washington aux États-Unis. Il n'y a plus aucun crime. Alors comment en est-on arrivé là ? Eh bien, les humains ont mis au point une technologie en fait extrêmement avancée qui va permettre de prédire les crimes, de prédire tous les crimes possibles et imaginables qui seraient susceptibles de se produire dans la ville de Washington. Et cette société a mis au point un système qui permet d'arrêter les individus juste avant qu'ils ne commettent les crimes que les machines ont prédit qu'ils commettraient. Ok. Donc on a envie de se dire, ok, très bien, super. Sauf qu'en fait, ces machines, sur quoi est-ce qu'elles basent leurs calculs ? Eh bien, elles font des calculs très savants qui prennent en compte un maximum de paramètres. Donc, c'est-à-dire la personnalité de l'individu, l'histoire de l'individu, l'environnement de l'individu, etc. Et elles en déduisent sa probabilité de commettre des crimes. Alors, d'un côté, on se dit c'est pratique, d'un autre côté, on se dit mais c'est totalement aberrant. Et c'est absolument terrible et terrifiant.
Pourquoi c'est terrible et terrifiant? Parce que c'est déterministe. Parce que ça implique l'idée qu'on n'échappe pas à son destin, qu'on n'échappe pas à qui on est, qu'on n'échappe jamais aux paramètres qui nous déterminent et qu'au fond, on n'a pas de libre arbitre. D'accord? Ça nie totalement la liberté humaine de choisir au dernier moment entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste. Ça pose l'idée que finalement on est tous complètement déterminés et que jamais nous n'avons le choix d'agir librement, que jamais nous n'avons le choix, tout simplement. Et on se dit c'est de la folie, on ne peut pas déduire les actes de quelqu'un d'un vague état mental. C'est pas parce que vous avez des rêveries de tuer votre voisin qui a fait la fête jusqu'à 5h du matin, et parce que ça vous fait du bien de vous imaginer en train de le trucider, ne veut pas dire que vous allez prendre votre couteau et que vous allez aller le poignarder. Peut-être même que ces rêveries vous permettent d'évacuer quelque part cette envie de le poignarder et que c'est quelque chose de sain. D'accord ? Donc, deuxième problème que ça pose, si on ne pose pas la liberté humaine, on déresponsabilise le criminel. Puisque on est en train de dire, eh bien, ce criminel, c'était sa nature. C'est sa nature d'être un assassin. Le violeur viole, comme le loup mange les agneaux, et puis voilà, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Vous vous rendez bien compte des conséquences terribles que ça pose. Mais cette idée de justice, finalement, est-ce que vraiment elle précède l'institution des lois ? Eh bien, je vous propose d'étudier un mythe qui est exposé dans un ouvrage de Platon. Vous connaissez Platon ? Dans un ouvrage qui s'appelle La République. Donc, dans cet ouvrage, Platon nous invite à renverser cette perspective. Ce mythe, il s'appelle le mythe de l'anneau de Gygès. C'est l'histoire d'un berger. Il était en effet berger, au service du roi de Lydie d'alors. Or, au cours d'un violent orage, accompagné d'un séisme, la terre se fendit en quelque sorte, et une ouverture béante apparut près de l'endroit où il faisait paître ses troupeaux. Voyant cela, et s'émerveillant, il descendit, et la fable raconte qu'il vit alors, parmi bien d'autres merveilles, un cheval d'airain, creux, avec des ouvertures, à travers lesquelles, en se penchant, il vit qu'il y avait à l'intérieur un cadavre, qui paraissait plus grand que celui d'un homme, et qui ne portait rien d'autre que, à la main, un anneau d'or, qu'il retira en sortant. Lorsqu'arriva le jour de l'assemblée habituelle des bergers, en vue d'aller faire au roi le rapport mensuel sur l'état des troupeaux, il y vint aussi, portant cet anneau. Lors donc qu'il était assis au milieu des autres, il lui arriva par hasard de tourner le chaton de la bague vers lui à l'intérieur de sa main, ce qu'ayant fait, il devint invisible à ceux qui étaient assis avec lui. Et il parlait de lui comme s'il était parti. Et lui de s'émerveiller, et manipulant à nouveau à tâtons l'anneau, il tourna le chaton vers l'extérieur, et en le tournant, redevint visible. Réfléchissant à tout cela, il refit l'expérience avec l'anneau pour voir s'il avait bien ce pouvoir, et en arriva à la conclusion qu'en tournant le chaton vers l'intérieur, il devenait invisible. Vers l'extérieur, visible. Ayant perçu cela, il fit aussitôt en sorte de devenir l'un des messagers auprès du roi, et sitôt arrivé, ayant séduit sa femme, il s'appliqua avec elle à tuer le roi, et prit ainsi le pouvoir. Donc le berger, dans ce mythe, c'est plutôt un bon gars, à l'origine. C'est un bon gars qui se comporte de manière juste. Mais qu'est-ce qui lui arrive quand il découvre l'anneau ? Eh bien, il se rend compte qu'il peut se rendre invisible, qu'il peut agir dans l'impunité, et il devient le pire des criminels.
Morale de l'histoire, l'impunité conduit à l'injustice. Et pas seulement chez les individus un peu limites, chez tout le monde, même chez le meilleur des gars, même chez le plus simple des bergers. L'impunité conduit à l'injustice. Et donc ce mythe semble en fait montrer que ce sont les lois qui rendent possible la justice, et non l'inverse, que c'est parce qu'il y a des lois que nous nous comportons de manière juste. Et si il n'y avait plus de lois, ni de châtiments, nous nous comporterions tous de la manière la plus injuste, la plus égoïste, la plus autocentrée, la plus tout ce que vous voulez. D'accord ? Ce mythe semble montrer que ce sont les lois qui rendent possible la justice, et non pas la justice qui rend possible les lois.